l'immeuble. Sur un immeuble, quels sont les droits et les pouvoirs de l'usufruitier et donc du nu propriétaire? L'usufruitier, il a droit aux fruits, à l'usus, au fructus. Donc, il peut utiliser l'immeuble pour son propre usage. Il peut également le louer et en percevoir le revenu. Il doit utiliser l'immeuble conformément à sa destination. Si c'est un usage d'habitation, il ne peut pas l'utiliser pour un usage commercial sans l'accord du nu propriétaire. L'usufruitier peut conclure seul les baux d'une durée inférieure à 9 ans. Il doit obtenir l'accord du nu propriétaire ou, en cas de désaccord de juge, pour conclure un bail commercial, artisanal ou rural. Il peut donner congé. Il peut résilier le bail. Il peut refuser de renouveler le bail. Et il est redevable de l'indemnité d'éviction. Comme l'usufruit doit conserver la substance de la chose, il est tenu aux réparations d'entretien qui sont indispensables à la conservation de l'immeuble. Sinon, il pourrait encourir la déchéance de l'usufruit, pour défaut de conserver la substance. Et en principe, le nu propriétaire, il a la charge des grosses réparations au sens du 606 du Code civil. Les gros murs et les voûtes, les couvertures entières, les murs de soutènement. Mais, alors que le nu propriétaire peut contraindre l'usufruitier aux dépenses d'entretien, l'inverse n'est pas vrai. En aucun cas, ni le juge ni l'usufruitier ne peut contraindre le nu propriétaire à réaliser les gros travaux au sens du 606. La jurisprudence est constante. La jurisprudence estime que le nu propriétaire n'a pas forcément les liquidités pour réaliser les gros travaux. Vous voyez que la jurisprudence est constante. Donc voici une des jurisprudences de 2013. Le seul droit de l'usufruitier, c'est de pouvoir, à son décès, réclamer à mon décès, ça fait, bon, bref, les plus-values qui seraient constatées sur les réparations qu'il aurait réalisées. Mais encore, vous voyez bien la difficulté d'identifier la plus-value due aux réparations de l'usufruitier, et en plus, il ne peut que les réclamer à son décès. Donc ce seront ses héritiers. Et qui sont les héritiers? Le plus souvent, le nu propriétaire. Donc vous voyez que... Bon. En cas de destruction du bien, ni l'usufruitier, ni le nu propriétaire n'a l'obligation de reconstruire. Pour le bail d'habitation sur un immeuble démembré, l'usufruitier est tenu aux dépenses d'entretien et de grosses réparations puisque le nu propriétaire n'a aucune obligation vis-à-vis des locataires. Donc l'usufruitier va supporter l'essentiel des charges, les dépenses d'entretien, on l'a vu, en qualité d'usufruitier, mais aussi il va être tenu aux grosses réparations dès lors que le nu propriétaire refuse de les prendre en charge. Et les contentieux sont nombreux. Bon. D'ailleurs, que recouvrent les dépenses d'entretien et celles de grosses réparations? Je rappelle que le Code civil a été écrit en 1803, le chauffage central, l'ascenseur, ça n'existait pas. Donc c'est là encore le pouvoir souverain du juge. En général, on retient la nature de la dépense, pas le montant de la dépense. Et le plus souvent, le juge estime que le changement de chauffage central, le changement d'ascenseur, le ravalement des façades constituent des dépenses d'entretien à charge de l'usufruitier. On a donc tout intérêt à prévoir par convention la répartition des charges entre usufruitier et nu propriétaire. La jurisprudence et la loi autorisent les conventions dérogatoires. Mais, vous voyez bien que le nu propriétaire peut s'opposer à signer la convention. Donc, vive la société civile. Vive la société civile qui a prévu dans les statuts à l'origine la répartition des charges entre usufruitier et nu propriétaire.
Il faut qu'elle soit prévue à la rédaction des statuts. Pourquoi? Parce que si la modification statutaire est soumise à l'accord des nus propriétaires, elle le sera soumise, parce qu'en aucun cas on ne peut accroître les engagements d'un associé sans son consentement, elle risque aussi de refuser de signer les statuts. Donc, les parents, les futurs donateurs ont tout intérêt à créer une société et à préciser la répartition des charges, quitte à ne pas appliquer cette répartition-là si elle est plus favorable ensuite aux nus propriétaires, et ensuite de donner la nue propriété des parts aux enfants. Donc, arrête à Bordeaux, les statuts de la société civile ont justement permis de faire échec à l'éventuel refus du nu propriétaire de réaliser des gros travaux au sens du 606 du Code civil. L'immeuble en copropriété, qui participe aux assemblées? L'usufruitier ou le nu propriétaire? Sauf règle du syndic contraire, l'usufruitier et le nu propriétaire doivent être représentés par un mandataire unique. Et seul le mandataire vote aux assemblées. L'usufruitier et le nu propriétaire peuvent s'opposer au règlement de copropriété par une convention contraire dûment notifiée au syndicat. Le nu propriétaire, rappelons que le nu propriétaire, son seul droit, c'est d'attendre le décès de l'usufruitier ou de s'opposer à la vente de la pleine propriété, mais pas de s'opposer à la vente de l'usufruit. Chacun est autonome dans son droit. Le nu propriétaire a la charge des grosses réparations, mais on l'a vu précédemment. En aucun cas, il ne peut être contraint ni par l'usufruitier ni par le juge à réaliser les gros travaux au sens du 606 du Code civil. La fin du démembrement sur un immeuble. Éventuellement, bien sûr, on l'a vu, le décès de l'usufruitier, mais ce peut être aussi la vente de l'immeuble démembré. Donc la vente, ou l'apport par exemple, donc la vente met fin au démembrement de propriété, 621 du Code civil, sauf accord des parties pour reporter le démembrement de propriété. Donc voilà. Et dès lors qu'on vend l'immeuble, la règle, c'est la répartition du prix de vente entre usufruitier et nu propriétaire. Et cette répartition-là doit être faite selon la valeur dite économique. J'y reviendrai. Il n'y a pas du tout d'obligation de remploi dans la vente d'un immeuble démembré, sauf si les parties, tous les usufruitiers et nus propriétaires s'accordent bien sûr à réinvestir les liquidités dans l'acquisition d'un autre bien démembré. Et en cas de conflit sur le partage, eh bien, la jurisprudence constante affirme que le partage doit être réalisé non pas selon le barème fiscal du 669 du Code général des impôts, mais selon la valeur économique. Alors la jurisprudence ne dit pas la valeur économique, mais elle indique que le partage doit être réalisé selon le revenu net que l'usufruitier peut obtenir du bien et l'espérance de vie de l'usufruitier. Donc l'espérance de vie de l'usufruitier, c'est la période, la durée, et le rendement, le revenu net qu'il pouvait espérer en obtenir, c'est la rentabilité. Donc on a bien la valeur économique qui dépend des flux futurs sur une période donnée, et ici sur la période viagère. Donc voici la première jurisprudence de 97 sur le partage selon la valeur économique, et vous en avez une autre